Tac. Alors, on prend un entier naturel, n, non nul, p c'est un nombre premier, et on fixe un polynôme, somme des rkxk dans fp crochet x, il est 2 degrés n unitaire. Ok, donc au passage, le Rn, voilà, Rn vaut 0. D'accord. On doit démontrer que P divise K parmi P, avec le K qui est dans 1P-1. Alors, ok, donc, non, c'est pas la 1, c'est la 31. Donc, alors peut-être, donc on va fixer P premier, N dans N étoile, et R c'est somme des RKXK. Et ça va jusqu'à N, et c'est un polynôme dans le corps FP crochet X, qui est un corps parce que P est premier, et on le suppose unitaire. Donc déjà on va fixer un K dans 1P-1, et on doit démontrer que P divise K parmi P. Alors, écrivons K parmi P. Alors, K parmi P, c'est P factoriel sur K factoriel fois P moins K factoriel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, bon, on peut toujours mettre P en facteur, mais moi, je veux faire apparaître un nombre entier. On peut mettre P en facteur. Alors, si on met P en facteur, au numérateur, on va avoir P-1 factoriel. Et au dénominateur, bah, c'est vrai que... Alors, j'aimerais bien que la fraction, ça soit... bah, c'est bien parti pour être un coefficient binomial. Alors, est-ce que c'est exactement ça? Faudrait retirer un K, et on aurait du K-1 factoriel. On aurait du K-1 parmi P-1. Donc là, on va faire ça. K-1 factoriel, et là, on va mettre... Je vais faire la technique du moins 1 plus 1. Donc là, hop. Donc ça marche bien. Là, ma petite bidouille ici, bon, ça fait exactement P-K. Mais au moins, j'ai vraiment truc factoriel. J'ai les mêmes éléments ici et ici. Et les mêmes éléments ici et ici. Bref, on reconnaît K-1 parmi P-1. Alors, c'est pas tout à fait fini. Parce que, évidemment, le problème, c'est que ce terme-là, bah, il appartient pas à Z. Hein. Enfin, je veux dire, a priori, a priori, ça appartient pas. Enfin, on sait pas en fait. Mais bon, il faudra démontrer que ça appartient à Z. Ça, le souci, c'est que c'est bien beau de l'écrire P fois quelque chose, mais il faut que le quelque chose soit un entier. Bon. Nous, on va se ramener dans Z, parce que cette égalité, elle est bien, mais on aimerait bien l'avoir dans Z. Je multiplie tout ça par K. Et en multipliant par K, ben, on va obtenir ça. Déjà, ça, c'est mieux. Déjà, là, on a une égalité d'entiers. C'est mieux. Et bah, il y a toujours Gauss. Hein. Il y a toujours Gauss qui va rentrer en scène. Ce qu'on peut dire, c'est que grâce à cette égalité, P va diviser K fois K parmi P. Bah oui, P divise tout ça, hein, clairement. Mais vu que c'est égal, bah P divise lui. Et si P divise un produit, il vous suffit d'avoir l'un des deux qui soit premier avec P, c'est réglé. Bah là, en l'occurrence, K. Et comme P est premier et que K est un entier plus petit que P, alors bah, K et P ils sont premiers entre eux. Donc d'après le lemme de Gauss,
bah, P divise K parmi P, quoi. Voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Bon, je l'avais déjà fait plusieurs. Enfin, c'est un truc que j'ai déjà vu plusieurs fois. Donc, quand c'est la première fois qu'on le voit, euh, on a envie de tricher un petit peu ici et de dire, bah voilà, de conclure un petit peu vite. Mais faites gaffe, hein, celui-là, est-ce que ça appartient à Z? En fait, c'est pas clair du tout. Donc, il faut vraiment prendre son temps, se ramener. Voilà, on vire les fractions. Bon, on a quand même ce coefficient binomial, mais lui, on sait que c'est un entier. Mais on vire les autres fractions et puis on applique Gauss. Voilà. Démontrer que l'application grand F est un morphisme d'anneau. Alors ça, en fait, ça porte un nom, ça s'appelle le morphisme de Frobenius. C'est la mise à la puissance P. Alors elle est intéressante, la mise à la puissance P, quand on travaille dans Z sur PZ crochet X. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'on est en caractéristique P. Et du coup, en fait, vous avez des égalités, vous avez des identités remarquables. Enfin, il n'y a plus de binôme de Newton, tout se simplifie. Euh, la mise à la puissance P va être linéaire, en fait. Euh, Même si ici, on n'est pas avec des espaces vectoriels, mais bon, bref, tout est contenu dans la phrase est un morphisme d'anneau. Bah, on va vérifier tranquillement, hein. Il faut que les neutres soient envoyés sur les neutres. Alors, bon, clairement, euh, alors, faut mettre des barres. F de 0 bar, bah, c'est clairement c'est 0 bar puissance P. Donc c'est 0 bar. F de 1 bar, c'est 1 bar puissance P, donc c'est 1 bar. On regarde l'addition et la multiplication. Donc là, je vais prendre S1, S2 appartenant à FP crochet X. On a. Donc là, on va faire premier point. Je vais regarder F de la somme. Alors, regardons déjà le produit parce. Ouais, bon, on va faire le plus dur d'abord. Mais bon, le produit, c'est le plus simple. Faisons la somme, parce que c'est peut-être plus naturel de faire d'abord la somme. Donc là, on a S1 plus S2, puissance P. Alors à partir de là, naturellement, on fait le binôme de Newton. Donc K parmi P, S1 puissance K, S2 puissance P-K. On a bien le droit de faire le binôme de Newton parce qu'on est dans un... On est dans, on est dans un anneau. FP crochet X, c'est un anneau. C'est un anneau qui est commutatif. Donc S1, S2, je peux peut-être l'écrire ici. C'est un produit de polynôme, hein, donc vous pouvez, ça permute sans problème. Donc c'est, voilà, on fait un binôme de Newton, et à partir de là, eh bien, eh bien, eh bien, vous dites que c'est 0. Il y a juste le cas où k égale 0. Enfin, non. N'allons pas trop vite. Je retire le premier et le dernier terme. D'accord? Donc le premier terme, c'est S1 puissance P. Non, pardon. Le premier terme, c'est S2 puissance P. Le dernier terme, c'est S1 puissance P. Et donc, il me reste une somme qui va de 1 jusqu'à P-1 de K parmi P. S1K, S2, P-K. Donc ça, c'est le terme pour K égale 0. Ça, c'est le terme pour K égale P. Et ce qu'on peut dire, c'est que celui-ci, ce terme-là, eh bien, il est égal à 0 bar. Il est égal à 0 bar parce qu'il est divisible par P, donc voilà, dans FP, il est égal à 0. Et ça, c'est la question 31. Donc c'est réglé, hein. Du coup, on a bien f de S1 plus f de S2. Pour ce qui est de la multiplication, ça pose pas de problème, hein. Je veux dire f de S1, S2, c'est S1, S2 puissance P.
Et ça, c'est commutatif en fait, c'est un anneau commutatif, donc il n'y a pas de souci, c'est... voilà, donc c'est bien fs1, fs2, ainsi f... C'est un morphisme d'anneau. Oui, alors je ne l'ai pas dit, mais fp crochet x est un anneau. Voilà, je pense que c'était même dit certainement dans les hypothèses. Enfin, oui, c'est un anneau en fait. C'est un anneau qui est principal d'ailleurs. Il est principal parce que fp est un corps. Mais bon, c'est surtout le fait que ça soit un anneau qu'on utilise. Alors, on prend A dans fp privé de 0. Alors, prenons tout de suite A dans fp, donc un élément dans z sur pz qui n'est pas 0 bar. On doit démontrer que A puissance P-1 est égal à 1 bar. A puissance P-1 est égal à 1 bar. Alors, là c'est un peu la même chose. C'est un truc qu'on voit normalement souvent. Ce genre de, je crois que ça s'appelle le petit lemme de Fermat. Petit théorème de Fermat. En gros, faut jouer un peu avec. En gros, ce qu'il faudrait, bon, si c'est la première fois que vous voyez ça, quand on voit ça, on se dit, bon, en fait, il suffit de démontrer que l'ordre de A divise P-1. D'accord ? En fait, c'est même un résultat que je pourrais peut-être vous écrire. Comment écrire ça ? En fait, c'est ça. Si vous êtes dans un groupe, et ben en fait, on utilise ce résultat-là. Vous voyez, GK est égal à E, le neutre, si et seulement si l'ordre de G divise K. Ok. Donc en fait, c'est la stratégie, c'est ça qu'on va utiliser. On va essayer de démontrer que l'ordre de A divise P-1. Et l'ordre de A, ben, en fait, l'ordre de A, c'est le cardinal du sous-groupe engendré par A, qui est un sous-groupe de FP. Et donc on utilise le théorème de Lagrange. Alors, on va faire tout ça proprement. On va dire, posons... on va poser H, c'est le sous-groupe engendré par A. Alors, on va posons H machin. Alors, peut-être qu'on va garder le sous-groupe engendré par A. Ça, c'est le sous-groupe engendré par A. C'est-à-dire que H, eh bien, c'est-à-dire que H est un sous-groupe de FP privé de 0 muni de la loi fois. Et le cardinal du sous-groupe engendré par un élément, bah, il est de cardinal ordre de A. Voilà, c'est son cardinal. Et d'ailleurs, en fait, à l'intérieur de H, qu'est-ce que c'est ? C'est les A, c'est les E, c'est le neutre. Donc c'est 1 bar, A carré, et ça va jusqu'à A puissance ordre de A moins 1. Ok ? En fait, voilà, ça c'est la description de H. Et là, on voit bien qu'il est de cardinal ordre de A. En fait, après, on boucle. C'est-à-dire que si jamais on voulait prendre le terme d'après qui est A puissance ordre de A, bah ça, par définition de l'ordre, ça fait 1 bar. Et on revient, voilà. Donc, c'est cyclique en fait. Il est de cardinal ordre de A. Et alors, en fait, quand vous avez un sous-groupe, le cardinal du sous-groupe divise le groupe. Voilà, c'est le théorème de Lagrange.
D'après le théorème de Lagrange, eh bien, cardinal de H divise cardinal de Fp privé de 0 bar. C'est-à-dire, alors, idest, tech. C'est-à-dire que ordre de A divise P-1. Voilà, ordre de A divise P-1. Donc là, on va prendre Q dans Z tel que P-1. Là, je vous fais vraiment la démonstration complète. Je pourrais aller super vite, mais bon, je vais pas le faire. Là, je vous mets vraiment tous les détails. Alors, maintenant, si on fait A puissance P-1, bah du coup, ça fait A puissance ordre de A puissance Q. Donc ça fait 1 bar puissance Q, donc ça fait 1 bar. Voilà. Donc A puissance P-1, c'est bien égal à 1 bar. Voilà, bon là j'ai répété la même chose, c'était juste pour pouvoir l'encadrer. En déduire que l'on a pour tout x dans Fp, x puissance p égale x. Bon, on l'a quasiment fait. Pour x égale 0 bar, c'est évident. Et sinon, on multiplie l'égalité précédente par A, quoi. Ok. Bon, ça pareil, pour l'instant, c'est pas trop violent. Alors, prenons un x dans Fp. Eh bien, il y a deux cas. Si x égale à 0 bar, alors x puissance p, clairement, donc c'est 0 bar puissance p, c'est-à-dire 0 bar, c'est-à-dire que ça fait x, donc voilà, l'égalité est vérifiée. Et si x appartient à Fp, privé de 0 bar, eh bien, d'après la question, d'après ce qu'on vient de démontrer, eh bien, on a que x puissance p-1 est égal à 1 bar. Voilà. Donc, je multiplie par x de chaque côté, donc ça fait x puissance p est égal à x bar. Enfin, x. Voilà, multiplication par p. Donc, on a démontré que pour tout x dans Fp, x puissance p est égal à x. Voilà. On a séparé le cas où x égale 0 et le cas où x est non nul. X puissance p est égal à x. Voilà. Voilà. Alors, 34. On suppose que R', le polynôme dérivé de R, vérifie la relation R' est égal au polynôme nul. Ok. D'accord. Démontrer que R s'écrit comme la somme des RLP XLP. Ok, alors 34. Donc j'écris juste ce qu'on suppose. Alors on suppose que R' est égal à 0 bar. Et nous on veut des informations sur R. Bon bah on va utiliser voilà, le fait que R' soit le polynôme nul. Ça va donner des informations sur ses coefficients et on va essayer de remonter à R comme ça. Même si pour l'instant je vois pas trop où la partie entière va sortir. Ça c'est pour aller au dernier multiple de P, j'imagine. Ok, alors. Donc R' vaut 0, donc ça veut dire que la somme des K bar RK, alors RK, je crois que, ouais, alors écrit comme ça, je sais pas s'il pense que RK c'est déjà un élément de FP, hein, on est d'accord, pas besoin de mettre de barre dessus, c'est juste
Ouais, ouais, ok, d'accord, ouais. Ouais. Bon, là, ils auraient dû mettre des... Là, ils mettent des barres, c'est bien, mais du coup... Du coup, ils en mettent pas, là, en fait, hein. Euh, Là, ils disent que ça appartient à FP, donc... allez, on va... Ouais. Bon, moi, je vais mettre des barres pour... Voilà, pour être sûr. Hop, RK bar. XK-1. Ben ça fait 0 bar. Pour K égale à 1 jusqu'à N. Voilà. Euh, Donc, ben, ça veut dire que tous les coefficients sont nuls, hein. Donc, K bar fois RK bar est égal à 0 bar. Voilà. Et maintenant, bon, on va utiliser l'intégrité de FP. Puisque P est premier, alors FP est intègre. Donc, eh bien, pour tout K appartenant à 1N, bah, on a K bar qui est égal à 0 bar, ou on a RK bar est égal à 0 bar, ce qui va nous donner, hop, pour tout K, bah c'est, voilà, donc là je reviens à la définition d'être égal à 0 dans FP, donc ça veut dire que P divise K, ou P divise RK, voilà. Hmm, Ouais, non, je pense que les RK, ouais, bon. Les RK, je pense que c'est déjà des éléments de FP. Enfin, il n'y a peut-être pas besoin de mettre de barre. Et d'ailleurs, là, je suis en train de me rendre compte, pas besoin de caractériser. De toute façon, on s'en fout en fait. On s'en fout parce que je pense qu'il faut vraiment garder les coefficients RK. Et voilà. Alors, moi, je vais faire ça plutôt. Voilà, je vais retirer cette barre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, en fait, ça réduit. Donc, reprenons notre polynôme. Ça réduit quand même pas mal le nombre d'éléments là-dedans, hein. Nous, voilà, notre truc, c'est ça. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que ben, il y a quand même beaucoup de RK qui vaut 0. En fait, tous les RK sont nuls. Enfin, c'est l'un ou l'autre en fait. C'est soit P divise ça, soit RK est égal à 0. Donc en fait, les éléments à l'intérieur qui ne sont pas nuls, c'est les RK avec P qui ne divise pas K. Voilà. Je sais pas si c'est clair ça. Est-ce que c'est clair ça? Oui, alors, moi je vais quand même en rajouter encore 4 couches pour bien détailler. Je vais... En fait, là, ce qu'on vient de démontrer, alors, qu'est-ce que je raconte? Oui, non, on n'a pas forcément une partition. P divise K, on peut pas avoir les deux. On peut avoir un K, c'est un multiple de P. Ouais, c'est une union. J'aimerais bien l'écrire comme une union disjointe. Ouais, c'est vraiment l'un ou l'autre, quoi. On peut pas. Enfin, si, on pourrait avoir les deux, en fait. Qu'est-ce que je raconte? On pourrait très bien avoir les deux. On pourrait très bien avoir un multiple qui fait 0. Euh, Bon, en fait, il va rester que les indices K qui sont des multiples de P. Il ne va rester que les indices K qui sont des multiples de P. Euh, alors, hmm, alors, on va peut-être
On va noter peut-être ANP. C'est... je vais regarder ces éléments-là. Les K dans 1N tels que P divise K. Donc là, j'aimerais avoir tous les éléments qui, voilà, qui divisent. Donc en fait, ça va être les multiples. Ah, ma somme, elle commence à 0 là. Je sais pas pourquoi j'ai mis. Non, c'est 0. Hop. Oui, puis pour. Oui, ok, d'accord. Pour 0, ça fait 0 en fait. Hein. En fait, la somme, je veux bien dire, je peux très bien la faire commencer à 0, ça marche aussi. Et ça m'apporte une information supplémentaire, donc c'est mieux. Donc là, je commence à 0. Donc là, à l'intérieur, qu'est-ce qui est divisible par P? Bah, les trucs qui sont de la forme 0, 0P, 1P, 2P, etc. Euh, donc, en fait, là, on a 0, on a P, on a 2P. Et la question que je suis en train de me poser, c'est qui le dernier, en fait? C'est qui le dernier? Bah, le dernier, c'est donc, on va l'appeler alpha. En fait, c'est le plus grand. Comment écrire ça? C'est le plus grand entier. Alors, non, c'est pas le plus grand entier. C'est. Ouais, ça c'est de la forme alpha p, voilà. Et le alpha, ça va être le plus grand entier, tel que LP est plus petit que N. Et en fait, ça, bah, c'est la partie entière de N sur P. Voilà, c'est la partie entière de N sur P. Donc, voilà. Euh, donc, euh, ceux qui sont divisibles par P, voilà, c'est les LP. Voilà, ok. Donc là, le dernier, c'est partie entière de N sur P. Donc notre R, bah, ça va être uniquement la somme pour les K dans ANP de... alors, pardon, là, il manque un P. Hein. Alors, est-ce que c'est clair ce que je dis lui divise par P, ok. Donc, je vais prendre que des K là-dedans. Donc, les K... Il n'y a plus de K, pardon. Là, c'est juste RK, XK. Mais les éléments dans ANP, ils sont de la forme... voilà, ceux-là, ils sont de la forme LP. Avec L qui appartient à 0, partie entière de N sur P. Voilà. Voilà, c'est ça qui me dérangeait en fait. Donc là, LP, voilà, le K égale LP quoi. Donc ça fait RLP, XLP, et le L va de 0 à partie entière de N sur P. Alors je vérifie si j'ai pas dit de bêtises parce que... Alors, K dans NLP... Ouais, ok. C'est ça, RLP, LP. Ok. Ok, ça m'a l'air ça. Je vérifie juste si c'était bien ça. Oui, c'est bon. Ok, ça marche. Donc ça, c'est bon. La B. Alors, en déduire qu'il existe W dans FP tel que R égale WP. Donc, il faut réussir à écrire ce R comme une puissance de P. Bah déjà, pour lui, c'est facile. Lui, je peux l'écrire comme une puissance P comme ça, et je veux dire lui. Maintenant, lui, le RLP, bah, je peux très bien utiliser cette égalité en remplaçant le X par RLP.
Et ça, alors RLP, est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai bien le droit de faire ça? Oui, RLP est bien un élément dans FP, donc voilà. Et puis après, on va utiliser la linéarité. Enfin, quand je dis la linéarité, c'est le morphisme d'anneau grand F. Hein. Ok, donc ça devrait se faire sans trop de problèmes. Alors, on a... Donc R, c'est la somme des L égale 0, partie entière de N sur P. RLP, XLP. Donc ça, c'est RLP puissance P. Donc là, j'ai utilisé la question 33. Voilà, donc ça fait la somme des RLP. Bon, on peut carrément écrire avec le F. Hein. Donc ça, c'est F de RLP XL. Et là, je peux utiliser le morphisme F qui est question 32. Donc ça fait grand F de somme pour L égale 0 à partie entière de N sur P de RLP XL. Et c'est lui que je vais décider d'appeler W. Donc ça fait bien W puissance P. Ok. Et W, c'est bien un polynôme dans FP crochet X. Hein. Pas de souci, ça c'est bien dans FP. Crochet X. Voilà. Alors 35. Elle est beaucoup plus courte là, celle-là. C'est quand même plus agréable. Parce que l'autre, on s'en sortait pas. Alors, R, c'est x moins lambda carré, produit des TI. TI, polynôme 2A2 distinct, irréductible, d'accord. Et en plus, il n'annule pas de TI. Les lambda. Ouais, donc là, en fait, on a vraiment fait sortir... Là-dedans, il n'y a aucune chance d'avoir un facteur de x moins lambda. Ils sont tous sortis et il n'y a que ceux-là. Ils sont 2A2 distincts et irréductibles. Ok. Donc c'est des bons. Déjà, on peut dire qu'ils sont de degré supérieur ou égal à 1 au passage. D'accord, alors soit J appartenant à un R. Alors, peut-être que je vais quand même noter ce R là. Ouais, non, parce qu'après, il faut que j'écrive qu'ils sont tous 2A2 distincts, ça va me prendre du temps. On va écrire directement les hypothèses de la A. Donc on prend J. On prend J dans un R tel que TJ divise R'. Et on veut montrer que TJ' vaut 0. Alors, on veut montrer que TJ' vaut 0. TJ' vaut 0. Bon, TJ divise R'. TJ divise R'. Alors, ça serait bien de savoir ce que c'est R'. Mais alors, il faudrait dériver ça. La dérivée d'un produit de TI a une formule, mais je ne me rappelle plus. Bon, il y a ce TJ là, il y a une information sur TJ qu'on va devoir récolter du fait que TJ divise RI'. Donc, on va essayer de se simplifier la vie. Ce produit, j'ai absolument aucune envie de dériver ça. Donc, je peux très bien... Alors, bon, je peux très bien lui donner un nom. Je l'appelle TI tilde. Et je travaille avec TI tilde, mais le problème, c'est que à l'intérieur de ce produit, il y a un TJ. Et ce TJ, je vais avoir besoin d'avoir une info sur lui. Quand je vais écrire que TJ' divise R', donc
C'est pour ça que ce produit, je peux donner un nom non pas au produit, mais au produit où on a retiré le JM. Euh, je vais poser. Je vais poser, alors T, donc on va prendre S, hein, après T il y a S. SJ, c'est le produit pour I égale 1 à R, avec I différent de J de TI. Alors je fais ça parce que ça va me... Alors de 1, ça va me faciliter la vie pour dériver, et de 2, je vais pas perdre d'informations sur... Enfin je veux dire, dans ce produit-là, j'ai pas besoin d'avoir l'information sur tous les TI. Moi, je veux vraiment isoler ce TJ. Donc, ça va me permettre d'écrire que R, c'est x moins lambda carré. TJ, voilà, on va l'écrire comme ça, fois SJ. Voilà. Et si vous voulez, je vais faire mon... ça va faire... Ça, c'est UV, ça, c'est U, ça, c'est V. Et comme ça, je vais faire U'V plus V'. Et je vais pas trop avoir de soucis pour dériver. SJ, je vais dire que c'est SJ', hein, la dérivée, je n'ai pas besoin de savoir ce que c'est. Mais au moins, je vais mettre en évidence ce TJ. Il y aura un TJ'. J'ai besoin de faire apparaître ce TJ'. Le reste, je m'en fiche. Les autres TI avec I différentes J, je m'en fiche. Alors, dérivons. On va dériver ça. Alors, R', donc... alors, je vais prendre mon temps pour éviter de me planter, même si je devrais quand même y arriver, mais avec la fatigue. Donc ça, c'est U'V plus V', x moins lambda carré TJ SJ'. Et donc là, on peut dériver. Alors encore le crochet, on va le dériver. Donc ça fait 2 barres. 2 barres. Donc U'V auquel on multiplie par SJ plus V'U auquel on multiplie par SJ plus celui-là. Voilà, ça fait ça. Et so what? Oui, je sais que TJ, c'est la seule hypothèse, hein, TJ divise R'. Puisque TJ divise R', alors il suffit de lui, par exemple, je peux très bien l'isoler dans cette égalité, et je vais me rendre compte que lui, il est aussi il est divisible par TJ, parce que par soustraction d'éléments divisibles par TJ. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Là, en gros, j'ai R', c'est TJ facteur d'un truc, plus x moins lambda carré, TJ' SJ. D'accord? TJ divise R', TJ divise lui évidemment, donc TJ va diviser celui qui reste là. C'est-à-dire que TJ va diviser x moins lambda carré TJ' SJ. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah déjà, déjà, bah, TJ de lambda, c'est différent de 0. Donc, TJ et x moins lambda carré. Alors, PGCD, c'est 1.
C'est vrai ça? Oui, le plus grand commun diviseur c'est 1, parce que si c'était pas 1, s'il est de degré 1, qui divise les deux, oui, ok. Oui, si vous appelez D le PGCD des deux, PGCD de lui et... Enfin, le PGCD des deux là, de TJ et voilà, bah, ça veut dire que D divise x moins lambda carré, donc D, bah, D il est de la forme... D il est de la forme 1, x moins lambda ou x moins lambda carré. Et si c'est pas 1, si ça fait pas ça, bah il est de la forme x moins lambda ou x moins lambda carré. Mais vu qu'il divise TJ, bah ça voudrait dire que TJ de lambda vaut 0. Hein, il suffit d'écrire la division. Donc voilà, le PGCD ça fait 1. Et en plus, le SJ, à l'intérieur du SJ, j'ai pris soin de retirer le JM. Donc TJ... ouais, bah TJ, ouais. TJ et SJ, ils sont premiers entre eux aussi. Hein. TJ et SJ, bah, ils sont premiers entre eux aussi. Donc, enfin, c'est T, TJ, SJ, oui. SJ, on a retiré le JM, oui, oui, ok. TJ et SJ sont premiers entre eux. Ok. Ils sont premiers entre eux. Et donc TJ, bah en fait TJ va diviser TJ'. Hein. Voilà. TJ va diviser TJ'. Et ça, bah ça c'est pas censé se produire. Ça c'est... Enfin... ça on n'est pas censé avoir ça en fait. En fait, enfin quand je dis qu'on n'est pas censé, le degré de TJ, le degré de TJ', il est toujours plus petit que le degré de TJ normalement. Il est toujours plus petit, mais là c'est pas ce qu'on nous dit en fait. Euh, donc en fait là nécessairement, la seule possibilité, bah, c'est que TJ' soit nul. Si TJ' n'est pas nul, bah là on peut appliquer la formule qu'on connaît. Là, le degré du polynôme dérivé, c'est le degré du polynôme moins 1. Mais là, nécessairement, en fait, pour qu'on ait la divisibilité, bah, en fait, il faut absolument... Enfin, c'est forcément que le TJ', c'est le polynôme nul. Donc j'écris TJ' est égal à 1. Voilà. Allez, la dernière de la partie. Alors, en déduire que le PGCD de R et R', c'est x moins lambda. C'est x moins lambda, le plus grand commun diviseur. Bah, de toute façon, on n'a pas 40 choix. Hein. On n'a pas. Je vais juste me remettre la définition de mon R' que j'avais là. On va la remettre sous les yeux. Vous voyez là, R'. Le R' là, il est constitué de quoi? Il y a des x moins lambda, puissance 1 ou puissance 2, et il y a des TJ, et il y a des TJ. Enfin, des T indice quelque chose, ou leur dérivé. Mais en tout cas, il y a des TJ partout. Il y a des TI. Il y a au moins d'un T. Ouais, en fait, ça c'est divisible par. Ouais, si on prend un I quelconque. Ouais, si on prend un I quelconque, le TI. Si je prends un I quelconque, TI va diviser ça. Si je prends un I quelconque, TI va diviser ça. Enfin, pas forcément, si I égale J. Si I égale J. Bah, si I égale J, ouais.
En fait, je pense qu'il faut montrer que pour tout j, tj ne divise pas r'. Si on montre que pour tout j, tj ne divise pas r', et ben... où est-ce que je vais en venir? Attendez, je réfléchis. On les divise pas. En fait, là, on voit des diviseurs communs. Nous, on veut le plus grand commun diviseur de R et R'. Mais il suffit de regarder. Là, j'ai un x moins lambda, un x moins lambda carré, un x moins lambda carré. Et là j'ai un x moins lambda carré. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait dire x moins lambda, c'est un diviseur commun. Ça, c'est... si je dis... Oui, oui. X moins lambda, c'est un diviseur commun, ça c'est sûr. C'est un diviseur commun parce qu'il divise R. Et là, on voit qu'il divise... il y a x moins lambda partout. Donc là, on voit qu'il divise aussi R'. Mais on veut celui de plus haut degré. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est... oui, donc en fait, il faut montrer que TJ divise... Si TJ divise pas R', ça devrait pouvoir se faire. Pourquoi il suffit de montrer ça? Si TJ divise pas R', c'est-à-dire que TJ divise pas R'. Ouais, en fait, c'est là que ça se situe. Alors attendez, je regarde juste ce que moi j'ai montré. Si TJ divise pas R', alors, bon, je suis quasiment sûr que c'est ça, mais je pense que là j'ai un peu de mal à l'écrire. En tout cas, on va montrer ça et on va voir comment on conclut. Alors, on va d'abord montrer ça. Montrons que pour tout j appartenant à... Alors attendez, je vais être sûr que ça soit ça, parce que ça se trouve je vais partir sur un mauvais truc, on va perdre du temps. TJ divise pas R'. Ouais, je vais vraiment dire qu'il n'y a que du lambda, quoi. Il n'y a que du x moins lambda. Oui, ok, non mais c'est bon. Ok. On va montrer que TJ divise pas R'. Pour tout j. Donc TJ divise pas R'. En fait, le truc c'est que quand on regarde R, les diviseurs, c'est qui? Bah là, les diviseurs, c'est x moins lambda carré, et puis il y a les TI, en fait, ok? Il y a T1, il y a tous les TI, et puis il y a aussi les produits de TI, et puis il n'y a pas d'autres diviseurs, ok? Il y a des produits de TI, et il y a des x moins lambda puissance 1, x moins lambda puissance 2. Maintenant, si on regarde R, il y a effectivement x moins lambda comme candidat, mais nous, on veut les diviseurs communs. Alors, il pourrait y avoir les TI, mais justement, on va montrer que ça n'arrive pas, en fait. On va montrer qu'il n'y a aucun TI comme diviseur commun pour R, enfin, comme diviseur pour R'. Voilà, c'est bon. C'était pas clair, mais en le disant, maintenant, c'est plus clair. Donc, on va montrer que pour tout J appartenant à 1R, TJ ne divise pas R'. Et on va faire ça par l'absurde. Supposons par l'absurde qu'il existe J0 dans 1R tel que TJ0 divise R'. Bon, là, on va se jeter sur la question 35A. Alors, on peut bien le faire, c'est bon. TJ0 divise... alors, d'après...
d'après la question 35A, TJ0', ça fait 0 bar. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça fait 0 bar. Alors, tout le truc d'avant, il faudra peut-être l'utiliser à un moment donné. Hein. Alors, ça, j'ai utilisé, ça, j'ai déjà utilisé, ça, j'ai déjà utilisé. Ça et ça j'ai pas utilisé. Et là, c'est quoi? Quand on a un polynôme dont la dérivée est nulle, il s'écrit comme une puissance de p. Allez, on va faire ça. Donc, c'est la 34. Alors, est-ce que ça va m'amener à quelque chose de l'écrire comme une puissance p? Eh bien oui, parce que du coup, il serait pas irréductible. Ah bah voilà. Donc, d'après 34 B, enfin la question 34, il existe W. Enfin, s'il peut être irréductible, si W de degré 0. Ah bah non, c'est pas. Ouais, non, ouais. Pourquoi ouais, enfin, dans tous les cas, si P. Si W de degré 0, W est constant, donc TJ0 est constant, et voilà, les constantes ne sont pas. C'est exclu ça. Ouais, de toute façon, ça fait P fois degré de W égale degré de R qui vaut N. Oui, ok. W de degré plus grand que 1. Parce que là, si je passe au degré dans cette égalité, on est d'accord, ça va faire degré de R qui vaut petit n égale à P fois deg de W. Peut-être écrivons-le. Il existe W tel que TJ0 est égal à W puissance P. Et oui, mais d'un côté, deux additions irréductibles qui vérifient pour tout i. Oui, non, mais peu importe. Oublions cette histoire de degré. De toute façon, il n'est pas censé, au pire, il n'est pas censé être constant, parce qu'il est réductible. Donc là, dans tous les cas, c'est une absurdité. Absurde, car... Alors... Attends, est-ce qu'on est d'accord que... Oui, c'est bien absurde parce que TJ0 est irréductible. Oui, il n'est pas censé se casser en produits de polynômes, oui, car TJ0 est irréductible. Bien précisé dans quoi? Dans FP crochet X. Ainsi, eh bien, le seul... Je sais pas si c'est le seul, mais diviseur irréductible... oui, en fait... non, parce que, comme choix, pour le PGCD, on avait... il n'y avait pas x moins lambda carré comme choix pour le PGCD. Ça, c'était exclu parce que x moins lambda carré... ah ouais. Ouais, c'est vrai que... Ouais, bon, faut l'écrire, ok. Donc, voilà, ok. Donc, dans le PGCD, bon, il y a deux choix, c'est les puissances de x moins lambda, puissance 1 ou puissance 2. Donc, ainsi, on va dire R, R', c'est x moins lambda, ou R, R', c'est x moins lambda carré. Et là, je vais mettre une petite étoile, et là, je vais mettre... je vais dire que ça, c'est exclu. Impossible, plutôt. Impossible. Parce que sinon... sinon, x moins lambda carré diviserait
R'. Et donc x moins lambda divisé R carré R', x moins lambda divisé R' carré. Pourquoi ça c'est pas possible? Parce que ça voudrait dire que x moins lambda divisé R', x moins lambda divise bien R', mais x moins lambda carré il peut pas diviser R', parce que ça voudrait dire que x moins lambda 3 divise R. Ça c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ce mensonge? Carré. Oui, c'est par rapport aux multiplicités de la racine en fait. X moins lambda carré divisé R'. Juste, voilà. X moins lambda carré. C'est par rapport aux multiplicités, donc ça veut dire que... c'est-à-dire qu'il y a un x moins lambda carré à l'intérieur du R. Il y a un x moins lambda carré à l'intérieur du R'. Alors ok, il est là. Mais du coup il serait là. Ouais, il serait là. Ok. Ok, alors x moins lambda carré si divisé R'. Bon là c'est bon. Mais ça voudrait dire que x moins lambda carré divise ça. Donc à la rigueur là il peut y avoir un x moins lambda. Mais non c'est pas possible parce que les TI, non. TIJ, ça voudrait dire qu'en fait que x moins lambda... ça voudrait dire que x moins lambda diviserait un certain TI quoi. Voilà, ouais, bon ça revient au même, ok. Donc ça voudrait dire que x moins lambda... Ouais, alors, ça voudrait dire que x moins lambda... ok, donc ça voudrait dire qu'il existerait un i au moins 1 tel que x moins lambda divise ti absurde, parce que ti de lambda est différent de 0. Voilà. Finalement, le PGCD de R et R', eh bien c'est 1. Voilà. C'est 1. C'est x moins lambda, pardon. X moins lambda. C'était bien ça qu'il fallait démontrer? Oui. Je vire mon bordel. Voilà. Voilà, donc on peut maintenant... c'est bon, cette partie-là c'est bon. Alors...